26 septembre 1976. Aéroport du Bourget, France. La garde républicaine et de nombreux officiels attendent l'atterrissage d'un avion venant d'Égypte. L'avion contient une grande caisse en bois. À l'intérieur, la momie du célèbre pharaon Ramsès II, dont l'état se détériore à cause de champignons qui se sont développés au contact de l'air. La dépouille est transférée sous bonne escorte au musée de l'Homme, où une 50aine de spécialistes vont analyser la momie, les bandelettes et le sarcophage. La momie est ensuite stérilisée au rayon gamma afin de la protéger. Les honneurs rendus au célèbre pharaon de la 19e dynastie sont à la hauteur de l'empreinte qu'il a laissée sur l'Égypte. Souverain bâtisseur, ayant régné plus de 60 ans, il a permis à son empire d'atteindre un nouvel âge d'or. Sa gloire, par ses constructions monumentales, a traversé les siècles. Mais Ramsès II était surtout un excellent communicant. Engagé dans un grand conflit avec l'Empire hittite, il a participé à la plus grande bataille de chars de l'histoire antique. La bataille de Kadesh s'est terminée par un match nul, voire même par une victoire territoriale des Hittites. Pourtant, les inscriptions retrouvées laissent à penser que ce fut une victoire éclatante pour le pharaon. Ramsès II a réécrit l'histoire à son avantage durant son règne, ce qui en fait l'une des plus anciennes opérations de propagande encore observables que nous connaissons. Revenons donc sur le règne de Ramsès II, et demandons-nous comment il transforma une semi-défaite en victoire héroïque. Nous sommes au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le pharaon Horemheb règne sur l'Égypte. Horemheb était initialement un général, promu au rang de pharaon, qui est parvenu au pouvoir habilement après les troubles dynastiques qui ont suivi la mort de Toutankhamon. Il restaure l'ordre et réforme l'administration. Son vizir et général, qui est également son ami, Ramessou, est nommé député de tout le pays et supervise les travaux entrepris en Égypte. Il accélère la destruction des monuments du pharaon hérétique Akhénaton à El Amarna, trace d'une période où l'Égypte a perdu de sa grandeur et s'est égarée dans des considérations mystiques en vénérant le disque solaire, le dieu Aton, et cela au détriment de son développement économique et militaire. Il faut absolument effacer les témoignages de cet égarement religieux pour restaurer un pouvoir fort, en accord avec le puissant clergé d'Amon. Sentant sa femme proche, n'ayant pas de fils, Horemheb nomme Ramessou comme son successeur. C'est l'avènement de la 19e dynastie, celle des Ramessides. Le nouveau maître de l'Égypte se fait désormais appeler Ramsès Ier, signifiant « fils de Ré ». Il n'est pas de sang royal et fait partie d'une lignée de militaires. Rapidement, son ambition est d'imposer une dynastie durable et de reconstituer un empire égyptien puissant, en s'inspirant des grands pharaons de la 18e dynastie, qui vont servir de modèle, Thoutmôsis III et Amenhotep III. Ramsès Ier est déjà âgé lorsqu'il accède au pouvoir. Il associe rapidement au trône son fils Séti, qui est chargé de la politique extérieure, tandis que Ramsès se concentre sur l'administration du pays. Après un court règne d'environ 1 an et demi, Ramsès s'éteint et Séti devient pharaon. Il ménage le puissant clergé d'Amon, situé dans la capitale, Thèbes, et honore les dieux avec de nombreux temples, dont le plus célèbre est celui d'Abydos. Il restaure le temple d'Avari, dédié au dieu de ses origines, Seth, et entreprend la construction d'un palais impérial aux environs, dans la ville de Pi-Ramsès, promise à jouer un grand rôle pour son successeur. Surtout, Séti Ier développe une grande politique d'exploitation des mines et des carrières, afin d'honorer les dieux et évidemment d'enrichir l'Égypte. Les activités se situent dans les mines de turquoise au Sinaï et d'or en Nubie, dans les montagnes de l'Est et du Sud-Ouest. La politique extérieure de Séti Ier s'inscrit dans la lignée de celle d'Horemheb et de Ramsès Ier, mais de manière plus volontariste. En l'an 8 de son règne, il pacifie la province égyptienne de Nubie aux aspirations indépendantistes, secondé par le vice-roi de Kouch, afin d'avoir accès aux points d'eau nécessaires à l'exploitation minière. Mais la grande zone de tension se situe dans le couloir syro-palestinien. Le grand ennemi est un nouvel empire situé plus au nord, le Hatti, plus connu sous le nom d'Empire hittite.
vers 1375 avant Jésus-Christ, le grand roi hittite Suppiluliuma Ier annexe le Kizzuwatna et le Mitanni, puis cherche à étendre son influence en Syrie. Il réussit à obtenir une reconnaissance de sa souveraineté dans ces territoires. Les rois d'Ougari et d'Amurru signent des traités de vassalité sans que les Égyptiens ne réagissent. Ils sont alors sous le règne d'Akhénaton, qui néglige sa politique extérieure au détriment de considérations religieuses. Séti Ier lance plusieurs expéditions afin de recouvrer les territoires au sud de la ville frontière de Kadesh. La situation est alors stabilisée entre les deux grandes puissances. C'est dans ce contexte que Ramsès succède à son père vers 1279 avant Jésus-Christ. Il était déjà associé au pouvoir, non en tant que co-régent, ce qui irait à l'encontre de la royauté solaire, divine et unique des pharaons, mais en tant que lieutenant et dauphin du royaume. Il est âgé de 25 ans lors de son couronnement et entend bien mener l'empire au firmament de sa gloire. Avant de porter son regard vers les Hittites, Ramsès II doit tout d'abord sécuriser la côte méditerranéenne. Les peuples des mers, les Chardanes, attaquent les bateaux de marchandises et pillent les routes maritimes. Ramsès use de ruses, dissimulant ses navires à des points stratégiques afin d'attaquer les Chardanes par surprise. En l'an 2 de son règne, il remporte une grande victoire dans le delta du Nil. Grand nombre de ces féroces guerriers sont enrôlés dans l'armée égyptienne, et certains même dans la garde personnelle du pharaon. Séti Ier puis Ramsès II ont toujours eu pour objectif de reprendre Kadesh et l'Amurru aux Hittites. La citadelle de Kadesh occupe une position clé. Elle contrôle l'axe de communication est-ouest qui va de l'Euphrate à la Méditerranée. Tandis que le nouveau roi hittite, Muwatalli II, entreprend de pousser sa domination au sud de Kadesh, Ramsès lance une première campagne en l'an 4 de son règne. L'expédition, rapide, confirme les positions égyptiennes en Canaan, à Tyr et Byblos, avant de s'enfoncer dans le pays d'Amurru. Le roi Benteshina, vassal des Hittites, se soumet au pharaon. Muwatalli ne peut laisser passer ce retournement d'alliance, qui menace directement ses frontières. Il engage toutes ses forces venues de tout l'Empire. Plus de 40 000 hommes et 3 500 chars lourds. Ramsès II se prépare à un affrontement décisif, qui ne se résume pas à l'Amurru ou à la conquête de la citadelle de Kadesh, mais bel et bien à la domination sur l'ensemble de la Syrie. Ramsès II lève une importante armée, sollicitant ses alliés, dont Benteshina de l'Amurru. Environ 25 000 hommes et 2 000 chars légers. L'armée est organisée en 4 divisions d'environ 5 000 hommes, qui portent le nom des grandes divinités. Ré, Amon, Ptah et Seth. S'ajoutent des troupes Chardanes, ainsi que des unités d'élite stationnées en Amurru, les Naharin. Il lance la campagne au printemps de l'an 5 de son règne. En un mois, les troupes remontent le Canaan et s'approchent de Kadesh. Ramsès et la première division, celle d'Amon, arrivent aux abords de l'Oronte bien avant les divisions de Ré, qui se situent au gué de Chaboutna, et celle de Ptah et Seth, encore plus au sud. C'est alors que de Bédouins se présentent à lui comme des envoyés d'une tribu qui souhaite se rallier au pharaon. Il l'informe que les troupes hittites sont loin au nord, au niveau d'Alep. En réalité, ce sont des espions envoyés par Muwatalli afin de leurrer Ramsès avec de fausses informations. Le pharaon tombe dans le piège. Il commence à établir son campement à quelques lieues de la citadelle. Des éclaireurs égyptiens capturent alors des espions hittites. Questionnés avec brutalité, ils avouent que les troupes hittites sont proches, dissimulées derrière Kadesh, prêtes à l'attaque. Face au péril, Ramsès envoie immédiatement son vizir alerter la division de Ptah, qui doit accélérer le mouvement. Le pharaon opte pour une offensive immédiate. Au même moment, la division de Ré subit une attaque surprise de la charrerie lourde hittite, qui disperse les troupes. Alors que Ramsès est en train d'organiser la division d'Amon pour lancer un assaut, les troupes hittites, en supériorité numérique, remontent vers le nord et chargent par l'ouest, tandis que Muwatalli lance une offensive par l'est. Les troupes égyptiennes sont encerclées, le campement pillé. Ramsès, au cœur de la bataille, est protégé par sa garde personnelle, mais se trouve en grand danger. En tenue de combat, il participe activement à l'affrontement.
Alors que tout semble perdu, les Naharines de Benteshina, venant du nord, apportent un soutien décisif à la division d'Amon et font basculer le cours de la bataille. La confusion est totale, mais les chars hittites sont repoussés derrière l'Oronte. La division de Ptah arrive alors que les Égyptiens ont repris le dessus. C'est au coucher du soleil, une fois la bataille terminée, que la division de Seth rejoint le campement nouvellement établi. Le lendemain, les troupes du pharaon, éprouvées mais réunies, sont prêtes à livrer le combat. Devant l'ampleur des pertes, Muwatalli préfère temporiser et envoie une demande d'armistice. Ramsès accepte, mais ne renonce pas à l'idée de conquérir Kadesh. Il s'agit donc plus d'une trêve que d'une paix. Les armées égyptiennes rentrent à Pi-Ramsès en été. Habilement, Muwatalli reste sur place. Il remplace le roi d'Amurru Benteshina par un homme de confiance. Il descend ensuite vers le sud et reprend la cité-État de Damas. Mais la menace assyrienne à l'est stoppe sa progression. Au final, cette grande bataille de l'histoire antique se termine par un match nul, voire même une semi-défaite pour le pharaon, qui perd un vassal et quelques territoires. Ramsès va alors complètement réécrire l'événement, transformant cette bataille en victoire éclatante pour les troupes égyptiennes. Ce que l'on nomme l'épopée de Ramsès II est une immense campagne de propagande, qui s'écrit sur 2 célèbres récits, mais aussi sur les nombreuses constructions de temples de ce pharaon bâtisseur. Les espaces sacrés sont utilisés afin de mettre en scène les actions du pharaon, à la fois par des inscriptions, mais aussi par des images. La bataille est relatée sur pas moins de 5 temples différents: Abydos, Karnak, Luxor, Abu Simbel et le Ramesséum. Ces représentations s'inscrivent dans une longue tradition pharaonique, mais Ramsès innove en se représentant en action au cœur de l'événement, agissant aux côtés du dieu Amon, l'implorant dans la difficulté et le remerciant dans la victoire. Les grandes étapes de la bataille, les 2 bédouins arrêtés, les espions hittites bastonnés, les préparatifs, le souverain encerclé, puis l'arrivée des Naharines et des renforts, sont mises en scène. Dans la tradition iconographique égyptienne, les ennemis sont représentés vaincus, mais contrairement à ses prédécesseurs, l'image de Ramsès devient ici prééminente sur les lieux de culte, le plaçant ainsi comme pacificateur de l'univers, soutenu par Amon-Ré. Ce véritable plan de communication se diffuse également par l'écrit. Les Égyptiens lisaient beaucoup sur Ramsès. Un bulletin de guerre, rapport militaire de la bataille, ainsi qu'un récit, le poème de Pentahour, du nom d'un scribe, relate l'événement. Le poème de Pentahour est un récit héroïque de la bataille de Kadesh, que l'on retrouve également gravé sur le temple de Luxor et dans la salle hypostyle de Karnak. Il est rédigé 4 ans après la bataille de Kadesh et rencontre un grand succès à la vue de nombreux fragments retrouvés à différents lieux et datant de différentes époques. Écrit dans un style épique, le poème conte la peur du souverain en difficulté, son appel au dieu Amon et sa vaillance au combat. En réécrivant sa propre histoire, Ramsès cherche à prouver qu'il est le pharaon choisi par les dieux, légitimant ainsi un pouvoir incontestable. Malgré cette campagne de propagande, les Hittites sont toujours une menace. L'opposition entre les 2 grandes forces va encore durer une quinzaine d'années, notamment pour le contrôle de cités-États et de petits royaumes qui vont sans cesse changer de mouvance. Ramsès repart en Syrie en l'an 8 de son règne. Il reprend la région de Damas et s'empare de Tunip et d'Apour. Une garnison égyptienne y est installée, mais reprise 2 ans plus tard par les Hittites. En Amurru, Benteshina recouvre son trône et prête allégeance au nouveau souverain hittite, Hattusili III, qui a écarté du trône le fils de Muwatalli, qui s'est réfugié en Égypte auprès de Ramsès. Hattusili exige que le pharaon lui remette le fuyard. Ramsès refuse, et la guerre semble inévitable. Mais les 2 puissances n'ont plus les moyens de grandes expéditions. Les Hittites sont menacés à l'est par les puissants Assyriens. Les Égyptiens doivent mater des rébellions en Nubie et des attaques venues de l'ouest. Contre toute attente, Hattusili propose un traité d'assistance réciproque à Ramsès. Après d'âpres négociations, le traité est signé en l'an 21 du règne du pharaon. C'est un accord international de grande ampleur pour les 2 empires. Promesse de paix et de fraternité, assistance mutuelle,
pacte de non-agression, extradition des condamnés ou libre circulation des marchands. La question territoriale est réglée. L'Égypte renonce à l'Amourou, mais récupère la province d'Oupi et garde ses droits sur les ports phéniciens. Plusieurs mariages sont célébrés entre des princesses hittites et Ramsès II. La confiance s'installe. Plus jamais Hittites et Égyptiens ne seront en guerre. Le territoire égyptien est alors pacifié, malgré une grande révolte en Nubie en l'an 20 du règne. Une expédition punitive est lancée et Ramsès ramène 7000 prisonniers. Pour réduire les velléités indépendantistes en Nubie, Ramsès encourage le développement urbain et établit un nouveau centre administratif à Amara, entre la 2e et 3e cataracte du Nil. Les cataractes étant des rapides du fleuve. Des forteresses sont construites dans cette région qui rapporte d'immenses richesses à l'Empire. Enfin, Ramsès doit affronter tout au long de son règne des tribus à l'ouest qui pénètrent en Égypte. Pour protéger l'ouest du delta, il fait construire de nombreuses forteresses pour éviter les intrusions. Si Ramsès II est aussi connu, c'est également pour ses nombreuses constructions monumentales. Tout d'abord, il prend comme nouvelle capitale Pi-Ramsès, signifiant la maison de Ramsès, afin d'être plus proche des frontières de l'Empire, mais également pour s'affranchir un peu du contrôle étroit du puissant clergé d'Amon à Thèbes. Il édifie 4 temples dédiés aux divinités aux points cardinaux, Amon, Ré, Ptah et Seth. Le palais royal, au centre, est dédié au culte du pharaon. Il réussit là où Akhenaton a échoué, en conciliant pouvoir temporel et spirituel en un seul lieu. Ramsès édifie le grand temple d'Abou Simbel, avec ses 4 statues colossales représentant le pharaon. Il édifie le Ramesséum à Luxor, une sorte d'université, et restaure et fait agrandir de nombreux temples préexistants, comme celui de Ptah à Memphis. Le style Ramsès II combine représentation de scènes rituelles et guerrières, en occupant tout l'espace, contrairement à la division en bandes horizontales nommée registres. Il n'hésite pas non plus à effacer le nom de certains anciens pharaons sur les temples, pour les remplacer par le sien, usurpant ainsi le monument. Il développe l'activité portuaire et industrielle de Memphis, fait également construire un port marchand sur la Méditerranée, qui deviendra, un millénaire plus tard, Alexandrie. L'essor économique est remarquable, soutenu par l'exploitation minière et les échanges commerciaux, améliorant ainsi la qualité de vie des Égyptiens par un accroissement des salaires et une diminution du temps de travail. En 1213 avant Jésus-Christ, après un règne de 66 ans, Ramsès II meurt à l'âge de 90 ans dans un empire pacifié. Sa tombe, KV7, située dans la vallée des Rois, fut exhumée en 1886. Difficile d'évoquer Ramsès sans se questionner sur son possible lien avec la Bible, et notamment l'épisode de l'Exode. Dans de nombreux films, notamment hollywoodiens, c'est Ramsès II qui apparaît comme régnant lors du départ des Hébreux vers la terre promise. Au niveau des sources égyptiennes, peu de traces de l'oppression d'un peuple sémitique, puis de son exode n'apparaît. Seuls des hiéroglyphes sur la stèle de Merenta, datant de 1207 avant Jésus-Christ, apparaît le terme d'Israël, combiné à des signes évoquant un peuple nomade, ce qui pourrait correspondre à un épisode ayant eu lieu un peu avant, sous le règne de Ramsès II. Une source égyptienne évoque également un conflit entre un peuple nomade et des officiers royaux. Un fonctionnaire sémite, Ben Hazen, serait intervenu dans ce conflit. Le rapprochement avec Moïse paraît être logique, mais Ben Hazen n'a jamais quitté l'Égypte et est même devenu serviteur des successeurs de Ramsès. Dans la Bible, les Hébreux construisent les chantiers de Pithom et Ramsès, ce qui pourrait correspondre à la ville de Pi-Ramsès. Mais étrangement, l'épisode de l'Exode ne donne pas de nom de pharaon régnant, contrairement à d'autres passages de la Bible, comme le second livre des rois, qui n'hésite pas à donner le nom du pharaon Taharka, qui est associé au roi de Juda, Ézéchias. L'archéologie ne pouvant actuellement rien confirmer, la question de savoir si Ramsès II est le pharaon de l'Exode est donc en suspens.